Bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous nous captez en ce moment. C'est très sûr que vous l'avez remarqué, c'est votre émission préférée, Afrique et développement, analyse et discussion des idées. C'est une émission dans laquelle nous discutons les idées pour voir le développement de l'Afrique. Comme vous le savez tous, l'Afrique est toujours confrontée à un problème de développement. Et à partir de cela, il y a beaucoup d'idées qui circulent, voir comment cette Afrique peut sortir de son sous-développement. Et dernièrement, au mois de novembre, nous avons remarqué le président français Macron prendre son bâton de pèlerin pour faire un tour d'Afrique. Et cette visite l'a conduit même au Ghana, où ils ont échangé avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le discours que le président Nana Akufo-Addo a présenté devant la presse. Nous voulons voir, est-ce que ce discours est praticable ou non, ou ça reste tout simplement au niveau des idées ou pas. Voilà un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, nous sommes ensemble avec mon ami Alassane pour pouvoir nous interroger sur l'applicabilité même des discours de notre cher président Nana Akufo-Addo du Ghana. Alassane, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. On est là pour discuter. Je pense que vous avez visionné la vidéo comme je l'ai fait aussi. Et à partir de cette vidéo, nous avons quelques questions. Comme je le disais tantôt, le président Macron est descendu au Ghana pour voir son homologue et discuter. Mais dans son introduction, il a parlé qu'il était accompagné aussi des entreprises françaises. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer? Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter sur les idées émises lors de la rencontre Macron-Akufo-Addo. Nous savons qu'il a amené avec lui une délégation des chefs d'entreprise, comprenant des chefs d'entreprise françaises pour établir des liens de commerce ou du moins des liens d'affaires entre les deux pays. C'est en fait une prospection de terrain, voir dans quelle mesure ces entreprises françaises peuvent investir au Ghana. Et bon, certainement, si les entreprises arrivent à s'y investir, bon, il y aura des retombées qui vont certainement profiter au peuple français à travers les taxes et autres. Donc, bon, je me dis que il est venu en visite de prospection pour découvrir le terrain d'affaires au Ghana. Voilà grosso modo ce que je peux dire à propos de la délégation accompagnant le président français au Ghana. Merci. Je pense que ce n'est pas la première fois que les entreprises européennes ou américaines descendent en Afrique. Mais les résultats, nous les connaissons toujours. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent? Bon, vous savez, nous vivons dans une société qui est dynamique. La société évolue, les contraintes évoluent, les mentalités évoluent. Et la compétition devient de plus en plus féroce. Bon, si vous remarquez, il y a 20-30 ans de cela, le marché africain appartenait essentiellement aux Européens. Bon, les Asiatiques n'avaient pas, en fait, entamé une certaine aventure sur le terrain africain en matière de business. Bon, donc, c'est ce qui aussi inquiète les Européens. Bon, ils sont en train de perdre une part de leur marché en Afrique, donc il faut qu'ils prennent une offensive
pour préserver leur précarité. Voilà, pour gagner le terrain qu'ils sont en train de perdre. Donc, à chaque moment, il faut qu'il y ait des réflexions pour voir dans quelle mesure les entreprises ces entreprises européennes, françaises, peuvent maintenir le cap sur le marché africain. Et le président Macron parlait de voir l'Afrique dans sa globalité, c'est-à-dire ne pas seulement se limiter dans les pays francophones, oui, mais aussi faire un pas vers les pays anglophones. C'est-à-dire les business qu'ils vont faire, il faut que ça aille un peu de partout. Ouais, ça a toujours été comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, les Asiatiques, précisément les Chinois, sont en train de gagner du terrain. Donc, voilà pourquoi les Européens aussi réfléchissent comment à mettre en place une certaine offensive pour contrecarrer l'influence chinoise ou du moins asiatique sur le continent africain. Il y a une chose que le président Macron a dite. Il a dit que cette fois-ci, il faut avoir un cadre de relations repensées. Relations repensées. Est-ce que vous pensez que cette relation repensée sera complètement différente des premières relations que nous avons, où seulement les Blancs, ou disons les Européens, ont plus d'avantages que les Africains? Est-ce que tu penses qu'avec cette relation repensée, on peut arriver à 50-50 de chances? Vous parlez de relations repensées. Repensées dans quel sens? Bon, je ne sais pas s'il a donné... Bon, je ne vois pas comment il a donné des précisions sur ces relations repensées. Selon lui, c'est un cadre, un nouveau cadre qu'il faut mettre en place où les relations seront repensées. À mon avis, c'est comme si lui, il reconnaît que les premières relations que nous avions, que ce soit des relations économiques, politiques et j'en passe, toutes ces relations-là sont plus à l'avantage des Européens et que les Africains maintenant sont en train de se réveiller. Alors il faut repenser ces relations pour maintenir non seulement les relations, mais aussi pour qu'il y ait un peu de l'avantage du côté africain. Et c'est là où moi je me demande si, même si nous avons ces relations, ces avantages, vous pensez que ça peut arriver au 50-50, 50-50? Bon, en fait, depuis le président Sarkozy, Hollande et Macron en passant par Hollande, bon, ça a toujours été qu'ils vont essayer de refondre le type de relation qui existe entre l'Afrique et puis la France. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Ça a juste été des mots, des slogans, bon, juste pour endormir, je vais dire, la population africaine. Bon, moi, je pense que l'initiative même doit venir des dirigeants africains de comment faire pour sortir leur pays de ce sous-développement-là. Et puis, voir quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter aux différents problèmes qui se posent à nos pays. Bon, sinon, si on pense que les Européens vont essayer de revoir les relations de telle sorte que ça soit gagnant-gagnant, bon, moi, ça m'étonne fort bien. Bon, même si c'est gagnant-gagnant, ils vont faire de telle sorte que ils se tailleront la part du lion. Donc, moi, je pense que l'initiative même doit venir de nos dirigeants et de la population en général. Et là, vous me faites souvenir une émission que nous avons présentée sur Falouine, qui parlait que les Africains sont toujours absents dans la réflexion qui concerne leur continent. Leur continent, oui. Donc, et à ce moment-là, il a proposé que nous, en tant qu'Africains, nous puissions repenser l'Afrique. Oui. C'est-à-dire, nous devons, nous, prendre l'initiative, oui, et que les autres nous suivent. Oui. Mais si les Européens peuvent venir se mettre à table avec nous et discuter de notre propre avenir, oui, là, on n'est pas sorti de l'ornière. Nous ne sommes pas sortis.
hein, des gouffres. Oui. Parce qu'ils vont chercher à tirer la couverture de leur côté toujours. Tout à Et fait. dire que non, nous avons réfléchi ensemble. Oui. Ah donc, c'est là où moi je me dis, vous avez raison de dire que nous devons être sceptiques Oui. et il faut que les Africains commencent eux-mêmes Oui. à réfléchir Oui. à propos de leur propre Oui. continent, voir Oh. comment Ouais, quelle ça doit se méthodologie développer. Quelle méthodologie ils vont mettre en mettre place. pour sortir leur pays du sous-développement. En fait, quand on regarde les pays asiatiques, que ce soit la Chine, Singapour, Malaisie, même le Brésil, bon, ils n'ont pas attendu que les gens viennent prendre des décisions à leur place. C'est eux-mêmes qui, en fonction de leur réalité endogène, ont essayé de mettre des structures en place pour en fait amorcer la phase du développement. Et cela, ça entre en connexion avec ce que le président Nana Akufo-Addo a dit devant la presse. Oui. Lui, il a dit que nous ne devons pas prendre des décisions en fonction de ce que l'Europe veut, n'est-ce pas? Il faut que nous-mêmes nous fassions quelque chose, parce que nous avons essayé de faire cela, ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas marché, Ça ne marchera pas. ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Donc, lui, il propose de créer des conditions en Afrique de sorte que le continent puisse se prendre en charge. Oui. Et il a donné de très belles idées qu'il a passées, parce qu'il s'est même interrogé en disant, après 60 ans, comment se fait-il que leur propre programme de santé peut être financé par les contribuables français? On ne devrait pas être là. Alors, il s'est dit non, il faut que les choses changent. Nous devons nous prendre nous-mêmes en charge, comme en tant qu'Africains. Est-ce que vous pensez que cela sera possible? Bon, en fait, cela est possible. Si les autres ont pu le faire, bon, c'est pas nous les Africains qui ne pouvons pas le faire. Si nous y mettons un peu de sérieux et en fait définir un cadre dans lequel on va conduire les affaires. Et moi, je pense que s'il y a la volonté politique, comme il a dit, bon, en tant que dirigeant, le fait même de dire, de mentionner ses idées, bon, je trouve que c'est déjà quelque chose. Bon, donc, s'il y a cette volonté politique et que les dirigeants eux-mêmes donnent l'exemple, et j'ai dit donner l'exemple, je vois au niveau de la gouvernance, s'il y a la transparence dans la gestion des affaires, moi je pense que ça peut donner un peu espoir à la jeunesse. La jeunesse peut dire voilà, bon, le gouvernement est transparent, donc c'est déjà quelque chose, ça nous donne espoir. Bon, enfin, si vraiment on arrive à lutter contre la corruption et que tout est transparent, et toutes les transactions sont claires, bon, les gens voient où l'argent ça rentre, ça sort, bon, en fait, ça donne une certaine lueur d'espoir. Et à la jeunesse qui va se dire, voilà, bon, on a des gouvernants responsables. Et qu'est-ce que c'est à nous maintenant de les accompagner? Et au-delà de ça, ils doivent créer les conditions de sécurité pour que les gens soient en sécurité dans leur propre pays. Et ça, c'est un élément. En plus de ça, il faut qu'il développe le capital humain, la formation. Bon, donner à la jeunesse les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent entreprendre. Et bon, au-delà de ça, je pense que bon, l'infrastructure routière quand même contribue grandement au développement de nos pays. Si on arrive à relier toutes les zones avec des voies bien praticables qui permettent aux marchandises et autres de se déplacer, moi je pense que ça va contribuer beaucoup au développement de l'Afrique. Donc la tâche n'est pas facile du tout, parce que nous avons beaucoup à faire. Oui, justement, bon, ça c'est pas facile, mais quand même il faut qu'on commence. Bon, si en fait il y a un début, je pense que bon, la génération qui vient peut prendre la relève et continuer ainsi. Parce que vous parlez de donner l'espoir à la jeunesse. Oui. Vous voulez dire que cette jeunesse, comme le président l'a dit, elle est en train de fuir le continent africain
parce qu'il n'y a pas de l'espoir. Les conditions de là où ils vivent les ont fait échouer. Alors ils cherchent d'aller gagner la vie ailleurs. Et c'est pourquoi ils peuvent même prendre ce courage, mobiliser l'énergie pour traverser les mers afin d'atteindre un jour en Europe où ils croient que là, la vie sera favorable. Donc, et pour les stabiliser, il faut que le continent africain établisse des conditions. Et cela doit se faire voir à travers la gouvernance, vous voulez dire, et la volonté politique. Justement, parce que s'il y a la transparence dans la gestion des affaires, bon, je pense qu'un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui doit rendre compte au peuple, bon, moi je pense que ça va donner une certaine lueur d'espoir à la jeunesse. Bon, parce que quand on voit que bon, les gens viennent à des postes, ils s'enrichissent, et même aller dans l'administration, même se faire établir un petit bout de papier, il faut corrompre l'agent en place pour pouvoir, pour que le service soit fait. Mais tout ça, c'est des petits éléments qui découragent les gens. Ils se disent, mais bon, avec tout ce blocage-là, est-ce que je peux m'en sortir réellement dans ce pays-là? Et c'est ce qui amène beaucoup à vraiment prendre le chemin de l'exil. Bon, je ne dis pas parce que tout le monde, bon, il y a certains quand même qui sont démunis au point qu'ils disent, voilà, moi c'est à l'Occident, je vais aller faire la fortune et puis revenir. Bon, ça aussi c'est une idée à débattre. C'est une idée à débattre. Le président Nana Akufo a soulevé beaucoup de questions dans son intervention. Lui, il se posait même des questions de ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour échapper à la mendicité. Il paraît que nous sommes tous conscients que l'Afrique vit à travers la mendicité. L'aide, pour financer nos programmes, il faut que l'Occident nous assiste. Autrement, ça ne va pas avoir lieu. Et il dit, il se pose la question, pourquoi cet état de choses après 60 ans? Pourquoi cet état de choses? Bon, en fait, le problème qui est là, l'Afrique est un réservoir de matières premières pour les industries occidentales. Mais il faut qu'il y ait la transformation de ces matières premières-là sur place, de façon à ajouter une certaine valeur aux produits qui sont extraits et en même temps créer de l'emploi sur place. Bon, ça c'est un fait. Mais si, et je disais bien que bon, on doit quand même on doit avoir un capital humain bien développé. On doit miser sur le capital humain, ce qui revient à former les gens. Bon, si on leur donne la formation, on a des ingénieurs, des techniciens, bon, qui peuvent vraiment voir dans quelle mesure mettre des équipements en place même pour aider, ne serait-ce que les industries extractives et autres. Bon, ça c'est déjà bien. Ou bien, bon, même si on n'arrive pas à produire ces machines en place, il faut que nous ayons quand même des ingénieurs qui puissent, au cas où ces machines-là sont importées, puissent les utiliser, les réparer en cas de panne. Nous n'avons pas tout cela. Et chaque fois, même quand il y a des équipements, on commande, ça vient. Et quand il y a une panne, il faut même qu'on parte chercher l'ingénieur à l'Occident pour qu'il vienne faire le dépannage. Bon, là, ça devient encore beaucoup plus cher. Plus cher. Voilà, donc vous voyez, le capital humain est très très important. Juste pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, moi je crois que c'est ici le lieu aussi de faire intervenir la diaspora. Oui. Parce que dans la diaspora, nous avons beaucoup déjà formé des ingénieurs, des docteurs, de tous bords, dans toutes les sciences. Et moi, je crois que s'il y a cette volonté politique dont nous parlons souvent, ils peuvent appeler ces gens pour venir mettre la main sur le développement de leur pays. Et ça peut toujours décoller. Ça c'est exactement, ça c'est vrai. Parce que, bon, on parle toujours de volonté politique. À tout moment, on se retrouve face à un blocage venant de la gouvernance. Bon, s'il y a cette volonté politique-là, on peut mettre un programme en place pour attirer ce savoir ce réservoir de savoir qui est à l'étranger. On a quand même suffisamment pas mal de jeunes diplômés qualifiés
qui exercent en Europe, si on leur donne... Et même dans des universités, ils enseignent et ils font de grandes choses. Mais ils sont oubliés. Oui, ils sont oubliés. Donc si on arrivait à créer des conditions, on peut... Bon, même si cette diaspora-là ne va pas aller rester là-bas, ils peuvent quand même de temps à autre aller contribuer et puis revenir. Non, l'essentiel, c'est leur présence, du moins, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il faut qu'on essaie de capitaliser sur cette matière grise-là qui est à l'étranger. Et c'est très, très important. Oui, moi je souscris à ce que vous dites aussi, parce que le président lui-même a dit, avant, dans l'histoire du 19e siècle, par exemple, il y a eu des Européens, la jeunesse européenne, qui quittaient l'Europe pour venir aux États-Unis, où ils ont pensé que les conditions étaient favorables. Bon. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là a stoppé cette immigration. Ils sont en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement amélioré les conditions de là où ils sont. Que ce soit en Italie, que ce soit en Irlande, cette jeunesse-là reste là en train de travailler pour leur propre pays. Et pour cette raison, nous pensons que si l'Afrique pouvait faire de même, je crois que notre jeunesse resterait en Afrique, prospérer en Afrique et faire de grandes choses en Afrique, même des inventions. Ouais, et moi je crois que bon, ce qui a tendance à décourager certains, bon, je constate que dans nos pays francophones surtout, bon, on a tendance à dire diplôme égal, salaire égal. Bon, quelqu'un qui a étudié les sciences, la technique, le domaine de Haïti, la technologie, comme on le dit, et qui a un diplôme de maîtrise, bon, en fait, s'il trouve un emploi, il doit être payé enfin, il doit avoir quand même le même salaire que quelqu'un qui a fait lettres modernes, alors que la contribution n'est pas pareille au développement économique. Bon, je ne sous-estime pas celui qui a fait lettres modernes, les langues et autres, mais quand même celui qui a fait, qui vient d'un domaine technique, a beaucoup plus d'apport que bon, celui qui est dans les langues en termes de production. D'une manière, je peux accepter ce que vous dites, mais de l'autre manière, je peux aussi refuser. Moi, je pense que le salaire serait fixé en fonction de la rentabilité ou de la productivité de chacun dans son domaine. Dans son domaine, oui. S'il fait bien, il est bien payé. S'il ne fait pas bien, alors on diminue le salaire. Oui. Bon, en fait, c'est lui qui a le génie pour innover, pour faire des innovations, qui puissent contribuer de façon remarquable à nos économies. Ben, moi, je pense que ce dernier doit mérite un salaire beaucoup plus élevé que celui qui ne le fait pas. Oui. Bon, c'est sur cette base, moi je dis. Bon, le président Nana, il a été clair dans ses termes, dans son discours, et à la fin, il a dit que, il veut construire un Ghana au-delà de l'aide, ce qui est très bon. Et des discours pareils, nous les avons entendus. Il n'est pas le premier à le dire. Nous devons bâtir l'Afrique, nous devons le construire, nous devons faire cela. Et après des années, il n'y a rien qui se produit. Et le président vient reprendre le même discours. Ma question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'il a des moyens pour le faire, compte tenu des aléas politiques, de tout ce qui nous entoure, des relations entre l'Afrique, l'Europe, l'OIA, pas l'OIA, mais l'UIA, l'unité africaine et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il a des moyens pour faire ça dans son mandat? Bon, en fait, je ne dirais pas qu'il a les moyens pour le faire au cours de son mandat, mais il peut poser les jalons. Il peut quand même jeter les bases. Et bon, le successeur, ou du moins le successeur qui va prendre la relève, peut emboîter le pas. Et encore, il faut que ce successeur ait la même mentalité que lui. Parce que lui, il parlait de mind change. Il faut changer la mentalité. Bon. Et si le successeur n'a pas
la même vision que lui, là, ça ne peut pas marcher. Oui. Bon, tout à fait, oui. Bon, ça ne peut pas marcher. Bon, mais on ne peut pas rester à, comment dirais-je, on ne peut pas rester à quand même faire de ces imaginations-là. Mais quand même, si lui, il pose la base... Bon, moi, espérons que quelqu'un d'autre peut venir bâtir dessus. Ouais, effectivement, oui. S'il a posé la base, il a jeté les bases, posé le jalon et que les gens ont apprécié, bon, moi je pense qu'il y a quand même une plus grande chance que celui qui vienne puisse, à sa manière, continuer lui son œuvre. Bon, c'est ce que moi je vois. Bon, bon, vous dites que est-ce qu'il a les moyens de le faire? Bon, et c'est ce que je disais aussi, il faut toujours miser sur le capital humain, la formation. Et dans cette même formation, bon, il y a quand même des notions de certaines valeurs qu'il faut inculquer à la génération pour qu'ils puissent exactement avoir foi en leur pays. Bon, comme je l'avais aussi dit, j'ai dit que s'il y a la transparence dans la gouvernance, les gens peuvent avoir confiance. Il y a une certaine lueur d'espoir que ça peut envoyer, que ça peut créer. Et très souvent, la gouvernance aussi décourage une grande partie de la population. Quand il n'y a pas de transparence, il y a la corruption, il y a le favoritisme. Bon, les gens ont tendance à dire non, moi je ne crois plus à nos gouvernants, il faut que j'aille me chercher ailleurs. Bon, si eux-mêmes ils donnent l'exemple, le leadership comme on le dit, et je pense que ça peut faire bouger les lignes. Ok, donc nous pouvons dire que les moyens sont là. Oui. Il est tout simplement question de donner confiance. Oui. Parce qu'il paraît qu'il y a cette méfiance entre les gouvernants et les populations, et les gouvernés. Oui. Si jamais cette confiance est établie, les moyens, nous pouvons les avoir sur place. Parce que nous avons les capitales humains, nous avons les ressources, nous avons. Oui. Alors, il n'y a rien qui manque et il peut nécessairement avoir les moyens. Mais ce qui manque ici, c'est établir la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que la jeunesse doit dénoncer les tares, la corruption. Chaque fois que il y a des corruptions, des phénomènes de corruption qui se passent, les gens doivent dénoncer ça à travers les médias, les réseaux sociaux. Non, il ne suffit pas seulement de dénoncer, parce qu'il faut aussi que quand vous dénoncez, que le gouvernement prenne action sur cela. Et cela donnera un exemple aux autres, dire que non, si je me laisse corrompre, je serai soit en prison ou on va ravir mes biens, des choses comme cela. Alors il faut qu'il y ait des mesures draconiennes qui vont accompagner cette dénonciation. Je pense que c'est... Oui, ça peut. Donc, en bref, nous disons que les moyens sont là, mais c'est question tout simplement de confiance, de volonté. Et cette volonté viendra lorsque les gouvernements prendront un pas en avant pour montrer les chemins et dire que non, nous sommes maintenant là, il y a la volonté politique pour faire ceci et les gens vont se mobiliser autour d'eux afin d'accomplir les grandes choses. Donc, c'est très bien. Le président Nana parlait aussi de l'insécurité. Bon, c'est le président Macron qui a commencé à parler de l'insécurité à partir d'une question qui lui a été posée à propos de la Libye. Et le président a dit que résoudre le problème de la Libye, ce n'est pas seulement résoudre le problème de la Libye, mais c'est aussi le problème du Sahel. Parce qu'il y a l'insécurité qui fait que même qu'il y ait du terrorisme dans cette région-là. Et le président dit, non, il faut résoudre ce problème de la Libye parce que ça va donner la stabilité même à toute la région. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est le fait que la France
la France veut se porter garant à donner les moyens pour combattre cette insécurité. Et moi, je me pose, où sont les pays africains, l'unité africaine, par exemple, et les autres pays? Pourquoi ils ne peuvent pas s'investir pour établir cette sécurité? Est-ce que vous avez une idée? Bon, c'est comme, vous voyez, quand vos financements viennent de l'extérieur, bon, il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de conditions, bon, qui sont associées à cette aide-là. Bon, moi je pense qu'il est vraiment temps pour l'Afrique de prendre en charge l'essentiel de ses missions. Est-ce que vous voyez? Bon, regardez l'Union africaine. Bon, une grande partie du budget de l'Union africaine est financée par l'Occident. Bon, donc ça veut dire que nous ne sommes même pas, avec cet état de fait-là, nous ne sommes même pas maîtres de nos décisions. Mais peut-être je vous informe, ou je voudrais tout simplement ajouter que eux-mêmes, les dirigeants, ils ont pris conscience de cet état et ils ont décidé qu'il y ait des réformes pour qu'ils commencent à financer leurs propres activités ici sur le continent. C'est une bonne idée. Et moi, vraiment, je m'attends à voir vraiment qu'ils posent les actes. Pas seulement les discours. Non, non, pas seulement les discours, allant dans ce sens. Bon, si vraiment ils reconnaissent que bon, le fait que le budget soit financé par les puissances occidentales et que bon, il est temps pour nous de prendre les choses en main, bon, tant mieux, c'est une bonne idée. Et bon, et vraiment, il faut qu'ils fassent quelque chose dans ce sens. Et le président Nana, il a parlé d'une chose très intéressante que nous n'avons pas jusque-là. Peut-être nous parlons de cela, mais ce n'est pas une réalité africaine. Lui, il a dit que en créant les conditions pour que la jeunesse reste, il faut que nous rendions nos gouvernements accountable, ce que les Anglais disent, ou des gouvernements qui rendent compte à la population. Et là, moi, je fais allusion, je pensais à la vraie démocratie. Parce que sans la vraie démocratie, il est difficile que le gouvernement puisse rendre compte à la population. Est-ce que vous pensez que c'est possible en ce moment? Bon, en fait, le problème est que si on arrivait à mettre en place un système judiciaire très compétent, où les nominations même ne relèvent pas du ressort du président, bon, je pense que les juges peuvent avoir les mains libres pour juger les dirigeants même au cas où il y a un manquement dans la gestion. Bon, tout revient au problème de la justice. Si la justice est indépendante, et si en fait cette justice-là peut réprimer au cas où il y a un manquement dans la gestion des affaires, et je pense que les présidents même auront conscience et essayeront de se conformer au texte en vigueur. Bon, quand il n'y a pas de justice, bon, en fait, les hommes s'équivalent. Même l'Occident. En Occident, si on donne libre cours aux gens, bon, ils vont se permettre de gérer à leur façon. Bon, c'est parce qu'il y a une justice qui est là, qui réprime. Et une justice qui est indépendante, voilà, presque. Même si ce n'est pas totalement indépendante, mais quand même, c'est à 90% indépendant. Une justice qui réprime, et il y a un système de record qui est là. Une fois que tu commets une faute et que ça rentre dans ton record, bon, il va falloir que ça peut quand même faire blocage dans le reste de ta carrière professionnelle. Bon, s'il y a ce mécanisme-là en place, moi je pense que ça va servir de garde-fou, de sorte que les dirigeants se conforment un peu au texte. Parce que la justice est un facteur très important. La justice. Donc il faut construire une justice qui est impartiale, une justice qui est au service de la nation. Oui, tout à fait, oui. Qui est au service de la nation. Merci pour cette réponse et je crois que nous tendons vers la fin
de cette émission, mais il y a une autre question que je voudrais poser avant qu'on en arrive à la fin. Avoir la réaction de la jeunesse africaine, parce que Macron, lui, n'a pas commencé au Ghana. Il est passé par Ouaga, un peu partout là. Et quand vous sentez les discours de la jeunesse, et même quand vous revenez à ce que le président Nana a dit, peut-on dire que nous sommes à l'ère de la révolution en Afrique? Oui, tout à fait, oui. Je crois sincèrement à cet état des faits, parce que quand même les mentalités ont un peu évolué, même si ce n'est pas à la hauteur des attentes ou du moins des challenges sur le terrain. Bon, je pense que les mentalités ont évolué et ce qui a contribué même à donner une certaine ampleur à ça, c'est les réseaux sociaux, comme on le dit chaque fois. Facebook, Twitter, WhatsApp, ces réseaux sociaux-là arrivent à mobiliser, à aider à propager les idées, les informations. Donc ça, c'est déjà quand même un élément essentiel. Et à cela peut-être... C'est ce qui même inquiète les Occidentaux. Bon, parce que quand ils voient que la jeunesse est beaucoup plus éveillée, bon, c'est comme si c'était un frein aux intérêts même de leur propre pays. Donc c'est comme si l'Afrique est en train de les échapper d'une manière ou d'une autre. Donc, je me dis que eux aussi, à leur niveau, ils sont en train de trouver des formules pour aller à l'encontre de ce comportement de la jeunesse, de cette vision de la jeunesse. Et je crois que vraiment cette révolution est là. Il faut que la jeunesse continue. C'est pas seulement de dénoncer, mais il faut proposer. Chaque fois que tu dénonces, propose une idée. Peut-être les gens peuvent prendre ça en compte et puis ça peut faire bouger les lignes. Et tu vois, aux éléments que tu as donnés, les éléments qui motivent cette révolution de la mentalité, moi je crois aussi, c'est même si nous condamnons cela, il y a aussi cet élément de l'immigration. Oui. La jeunesse africaine est venue en masse en Occident. Oui. Et à partir de là, ils se sont rendus compte que non, ici, ce n'est pas Eldorado, nous pouvons le faire chez nous. Oui. Et ils ont compris les astuces même de l'homme blanc et se dire non, il y a lieu de changer les choses. Donc tout ça, ça a contribué aussi à cette révolution qui est en train de se passer. De se préparer sur le terrain. Ouais. Un mot de la fin, si vous en avez? Bon, en fait, le mot de fin que j'ai à dire, qu'il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Et cette confiance-là va venir d'abord du changement dans le leadership. Si le leadership change, la corruption est ramenée à un niveau vraiment acceptable, à un niveau très bas. Je pense que ça peut donner une certaine lueur d'espoir à la jeunesse qui va dire, voilà, les dirigeants veulent faire vraiment quelque chose, il faut qu'on les accompagne. Sinon, s'il y a cet écart, il y a cette méfiance entre les gouvernants et les gouvernés, c'est très difficile qu'il y ait un programme très solide qui puisse contribuer au développement de l'Afrique. Parce que, en ce moment, il n'y a pas d'acteurs. Si les gouvernés n'ont pas confiance aux gouvernants, il n'y a pas d'acteurs pour enclencher le phénomène de développement. Donc, tout d'abord doit commencer par le leadership. Et à la jeunesse aussi de critiquer, du fait qu'ils sont exposés aux réseaux sociaux, et pas seulement critiquer, mais quand ils critiquent, il faut qu'ils donnent. Il faut que la critique soit vraiment fondée. Donc nous disons une critique constructive. Constructive, bien fondée, et puis en même temps proposer des solutions. Je pense que si ça se fait constamment, ça va créer ce déclic-là qui puisse vraiment amener les dirigeants à adopter un comportement beaucoup plus responsable. Merci beaucoup. Nous rappelons aux chers auditeurs que nous étions en train de parler d'une vidéo où le président Nana Akufo-Addo a présenté sa vision pour le Ghana. Il voudrait bâtir un Ghana qui est au-delà de l'aide, un Ghana qui est au-delà de l'aide internationale. Et c'est un bon discours, mais on se posait des questions si cela
est faisable. L'applicabilité, c'est ce qui dérange souvent, parce que de tels discours, nous les avons toujours entendus. Mais est-il que si le leadership peut montrer l'exemple, si les gens peuvent arriver à changer leur mentalité, et s'il y a une confiance entre les gouvernés et les gouvernants, nous pensons que le développement de l'Afrique peut être possible, et même du Ghana, parce que nous avons tous les moyens pour pouvoir développer nos pays. Nous avons des ressources humaines, le capital humain, nous l'avons. Des ressources matérielles, nous les avons. Alors, on ne voit pas en quoi nous pouvons échouer si jamais nous mettons en place un leadership responsable, si nous changeons notre mentalité et si nous rétablissons la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Voilà ce que nous avons trouvé à partir de cet exemple du discours du président Nana Akufo. Et nous demandons à ce qu'il a dit soit réellement une réalité, que cela soit mis en pratique pour le bien de l'Afrique. Peut-être que ça sera là l'exemple pour tous les autres Africains. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.